Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. C'est Hélène Valade, la directrice développement environnement du groupe LVMH, qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure. 26 minutes pour découvrir la place des enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie globale du géant du luxe. Mais d'abord, je reçois Mao Arnaud, qui est analyste chez Stifel, la banque d'investissement spécialisée dans les entreprises en croissance et qui vient de publier un livre blanc sur la valorisation des déchets plastiques. Le zoom de notre émission, il sera consacré à la transformation des modèles économiques de secteurs comme l'énergie, la mobilité, la construction, comment passer de l'intention à l'exécution. Réponse dans une dizaine de minutes. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez Pirouette Cacahuète et ses jeux éco-conçus en papier et carton recyclé. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Mao Arnaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes analyste chez Stifel, banque d'investissement spécialisée dans les entreprises en croissance. Est-ce que vous pouvez nous présenter Stifel en quelques mots ? Effectivement, alors Stifel, banque d'affaires américaine avec une implantation européenne et une culture très tech et healthcare. Moi, je travaille dans le département de recherche et la particularité de ce département de recherche, c'est qu'il couvre aussi bien les sociétés cotées que les sociétés en croissance, sociétés privées. Et donc, en fait, l'ADN, c'est vraiment la recherche et de ces sociétés, sur ces sociétés voilà, en croissance. Ouais. Et vous venez de publier un livre blanc qui s'appelle From Waste to Value. On va parler évidemment de déchets, de tri, de recyclage, de valorisation des déchets plastiques. Déjà, pourquoi ? Quel est l'objectif principal ? Pourquoi une banque publie un livre blanc comme celui-là ? Alors, l'objectif, c'est évidemment de parler à nos investisseurs, de guider leur regard sur certaines thématiques que nous, on trouve intéressantes, d'avenir. Et l'idée, c'est parfois de déconstruire un peu des idées reçues, mais aussi de venir avec des fortes convictions sur certains sujets. L'idée de la thématique tri-recyclage, c'est justement de déconstruire l'idée que le recyclage, c'est que du recyclage de la matière en une autre matière, si vous voulez, mais bien d'expliquer qu'aujourd'hui en France et en Europe, et plus largement dans le monde entier, vous avez un certain nombre de sociétés qui se positionnent en amont de la chaîne de valeur, qui sont absolument nécessaires et dont le travail aujourd'hui est un peu peut-être laissé de côté dans les discussions sur le recyclage. Est-ce que vous diriez, parce que moi j'ai un prisme un peu particulier, notre émission ne parle que d'impact et de RSE, donc j'ai l'impression que tout le monde fait du tri, mais est-ce que c'est encore un sujet qui est assez inexploré par les entreprises ? Je pense que c'est un sujet qui... Alors, je suis assez persuadée que dans un monde où on a de plus en plus de problématiques de souveraineté de la ressource, ça peut être une thématique qui revient sur le devant de la scène. C'est vrai que c'est une thématique qui a été, sur laquelle certains investisseurs se sont un peu cassés les dents ces dernières années. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est intéressant de comprendre les raisons pour lesquelles, parfois, l'atteinte de la profitabilité pour des entreprises de recyclage n'est pas si simple. Et comment est-ce qu'on peut faire pour justement que cet écosystème et cette chaîne de valeur en amont se construisent et soient profitables. Alors, quelles leçons à tirer de ce livre blanc, par exemple, sur le processus de recyclage ses failles, ses forces, comment on peut le rendre plus efficace en quelque sorte ? Eh ben, je le mentionnais, mais c'est l'idée de construire une chaîne de valeur en amont qui soit performante. Pour un recycleur, l'idée c'est que vous avez besoin d'avoir accès à de la matière qui soit pure, qui soit logistiquement facile à obtenir. Et donc, pour ça, vous avez besoin d'entreprises qui... soit collectent cette matière, soit la trient de manière de plus en plus précise. Et c'est un des objets du papier, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement sur du tri manuel, c'est-à-dire avec des hommes et des femmes qui vont prendre la matière et essayer de distinguer quels sont les différents matériaux, mais vous allez avoir maintenant de plus en plus des machines qui vont pouvoir le faire. Oui, on parlera d'intelligence artificielle, évidemment. Voilà, exactement, bien plus finement que ce que pourraient le faire des hommes et des femmes. Donc ça, c'est essentiel. Ouais. Est-ce qu'il y a une réglementation, je veux bien, avant qu'on parle d'intelligence artificielle, qu'on parle de réglementation, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire qui vous semble adapté ? Alors peut-être d'abord au niveau français. C'est vrai qu'il y a une loi dont on parle souvent dans cette émission, qui est la loi AGEC, qui promeut l'économie circulaire et qui finalement
en tout cas c'est le sentiment que j'ai, a permis à des filières de se structurer secteur par secteur. Est-ce qu'on est plutôt bien loti en France en la matière? On est plutôt bien loti en France et en Europe, en fait, parce que le deuxième jet de cette loi AGEC, justement, il est poussé par cette espèce de push qu'il y a en Europe aujourd'hui avec le PPWR, le Packaging and Packaging Waste Regulation, qui a été adopté en 2025 et qui est maintenant décliné dans toutes les nations en 2026. Et l'idée, c'est que vous avez une réglementation parapluie qui vient couvrir justement tous ces éléments, que ce soit au niveau du tri, que ce soit au niveau du design de votre packaging pour le recyclage, spécifiquement, de la collecte, et ensuite, et bien évidemment, qui vient mettre des objectifs sur le contenu recyclé dans vos emballages. Donc ça, c'est évidemment clé. Et en Europe, on ressent effectivement un engouement particulier aujourd'hui sur ces thématiques. Là, vous me disiez, vous travaillez avec des entreprises en croissance. Est-ce que cette réglementation, elle est adaptée à tous les types d'entreprises, que ce soit des entreprises cotées, des entreprises en croissance, des entreprises de la tech, des entreprises privées? J'ai envie de dire que oui, dans la mesure où vous avez besoin d'un cadre réglementaire qui, de toute façon, si vous voulez, si on prend par exemple l'exemple d'un investisseur qui voudrait mettre de l'argent dans une entreprise dans ce domaine, ben, lui a besoin de savoir qu'en amont, il a une réglementation qui va favoriser en fait le fait que ces entreprises puissent, si vous voulez, se développer correctement dans l'environnement européen. Et donc ça, pour moi, c'est effectivement un prérequis. Et donc c'est aussi ce qui va permettre à ce que des flux d'investissement arrivent en Europe. Oui. À l'inverse, aux États-Unis, vous avez un contexte bien plus compliqué, et donc vous avez un freinage, si vous voulez, sur certains investissements, notamment dans les sociétés qui trient, c'est-à-dire, on appelle ça des MRF, mais en réalité, ça va être des sociétés qui collectent et qui ensuite trient, tout simplement trient, un sous-investissement. Parce qu'effectivement, il y a eu un ralentissement pour ces entreprises parce que, si vous voulez, cadre réglementaire, cadre politique, culturel qui est en train d'évoluer aux États-Unis, le fameux backlash dont on parle souvent ici. Exactement. Mais il y a eu aussi un retour de bâton au niveau européen, dans la foulée des élections européennes, avec un pacte vert qui a été en partie, on va dire, vidé de son ambition. Est-ce que c'est moins vrai en matière de recyclage et de tri ? Je ne sais pas. Je pense que vous êtes aujourd'hui sur des thématiques qui, si vous voulez, dans la mesure où la réglementation devient de plus en plus contraignante aujourd'hui, je pense qu'effectivement, vous allez avoir un certain nombre d'entreprises qui vont bénéficier de ça. Alors, on parlait du rôle des machines et des mutations de ce secteur. À quel point il est justement en pleine mutation, ce secteur du tri, du recyclage? Et bien évidemment, vous avez, depuis de nombreuses années maintenant, le hardware qui se développe. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des machines de plus en plus performantes pour effectivement que ce soit scanner ces déchets, avec des jets d'air, des choses très impressionnantes, mais éjecter certaines matières, etc. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui, nous, on le pense, a atteint une certaine maturité. Maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'apparition de solutions plus software, de solutions plus, effectivement, vous le mentionnez, IA. Mais c'est cette couche qu'on rajoute qui va être très intéressante. Vous allez avoir des machines qui, par exemple, vont scanner les objets et vont être capables de dire, en fait, non seulement plus cette matière, c'est du plastique, cette matière, c'est du métal, mais quel type de plastique, quelle couleur de plastique. Et donc, trier très finement. Et je rejoins ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des recycleurs qui, après, auront accès à cette matière très finement triée et donc beaucoup plus facilement recyclable. Et plus facilement valorisable aussi. Exactement. Oui. Ouais. Et on voit vraiment le développement de cette intelligence artificielle. Est-ce qu'il est aussi rapide que dans nos usages quotidiens avec l'IA générative ? Presque, ça dépend des entreprises. Vous avez des entreprises, je pense par exemple à Tomra, qui est une société cotée, qui a misé énormément sur l'intelligence artificielle et qui donc intègre aujourd'hui à ces machines des systèmes qui ont appris énormément sur un nombre d'images assez considérable
et qui donc maintenant sont en mesure de faire ce tri très fin. Vous avez des sociétés françaises, je pense par exemple à Pellincasté, qui effectivement développent des machines qui sont aussi également capables de ce genre de choses. Donc très intéressant. Avec donc un retour sur investissement qui est rapide, c'est-à-dire quand on adopte l'IA dans ce secteur du tri, le retour sur investissement est rapide. Effectivement, et puis vous avez des initiatives d'implantation d'usines de tri très avancées. Je pense notamment aux pays nordiques qui aujourd'hui ont des chaînes de valeur qui sont très très abouties en la matière et qui sont donc capables d'installer des machines très performantes et de démontrer que cette matière, elle peut sortir très très finement triée et très très utile. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont encore un peu rétifs? Comment, et si oui, comment faire prendre conscience aux entreprises de ces secteurs que les déchets ont de la valeur finalement? Je pense que le plastique, c'est effectivement le domaine dont on parle très, très régulièrement. Vous avez tout un tas d'autres secteurs. Je pense par exemple au textile. Alors, textile, effectivement, il y a du plastique dans la majorité des textiles, mais c'est une matière qui reste encore aujourd'hui très, très difficile à trier. Pourquoi ? Parce que vous avez des fermetures éclairs, vous avez des boutons, vous avez des matières très différentes, des couleurs très différentes. Et donc aujourd'hui, le plastique, le recyclage du plastique est un marché qui est encore largement en développement et pas du tout mature, mais c'est aujourd'hui le grand terrain, effectivement, des innovations de demain, parce que... Sur le textile, vous voulez dire? Oui, le recyclage du textile. Et vous avez d'autres domaines, par exemple le recyclage du métal, où là, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que vous avez des métaux rares, vous avez des matières très rares, difficiles à obtenir. Alors, c'est un recyclage qui est complexe, c'est un tri qui est très complexe, mais ça avance effectivement très vite. Et une banque comme Stifel, on va terminer là-dessus, elle joue un rôle majeur, parce que ce dont on parle, c'est beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'innovation, peut-être de prise de risque. Quel rôle vous jouez dans ce cadre-là ? Eh bien, moi, mon rôle en tant qu'analyste, c'est effectivement de guider les investissements et de guider le regard non seulement des investisseurs, mais aussi des banquiers. C'est-à-dire que nous, on a une partie banque d'affaires, donc l'idée, c'est effectivement d'accompagner les sociétés dans ce développement pour se financer, pour racheter d'autres sociétés, croître, ce genre de choses. Donc effectivement... un rôle très intéressant. Merci beaucoup, Mawa Arnaud. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au zoom de ce Smart Impact. Comment accélérer la transformation? On va parler construction, énergie, mobilité. Comment passer des intentions aux actions? C'est le zoom de ce Smart Impact. J'accueille Sébastien Frindeau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur, le patron de Do Well Do Good, créé en 2017. C'est quoi Do Well Do Good? Alors, Do Well Do Good, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les dirigeants qui changent le monde. Alors, on a 3 activités, la transition énergétique, la mobilité durable, l'économie circulaire. On est composé d'anciens consultants de grands cabinets comme McKinsey, BCG Bain, avec une 50aine d'experts qui sont vraiment reconnus d'un point de vue mondial, qui nous accompagnent sur des missions de stratégie. Par exemple, on peut accompagner le directeur d'une entreprise qui fait des petits réacteurs nucléaires sur son plan stratégique à 5 ans. On travaille aussi sur des sujets d'économie circulaire pour aider les entreprises à mettre plus de circularité dans leur business model. Ou on va travailler sur des sujets dans l'automobile, sur des positionnements de marché, par exemple en Inde, sur le véhicule 2 roues électriques ou 3 roues électriques. Do Well Do Good, c'est pas si facile à prononcer et à intégrer, mais en tout cas, ça claque à l'oreille. On parle d'organisation par secteur. Je veux bien que vous nous expliquiez de quoi il s'agit. Alors déjà, sur Do Well Do Good, c'est vrai que c'est un peu compliqué à prononcer. On a fait un petit peu exprès. Alors, ça marche, ça marche. Ouais, vous allez vous en souvenir ensuite. Alors peut-être dire Do Good, Do Well à faire. Mais alors, déjà, ça veut dire Do Well for yourself, Do Good for the society. Nous, on pense que ça peut être fait en même temps, du lundi au vendredi, de 9h à 5h. Moi, j'ai travaillé dans le secteur privé, je travaille dans le secteur public. Et en fait, le Do Well Do Good, c'est peut-être le meilleur des 2 mondes. C'est la performance qu'on peut retrouver dans le secteur privé et l'impact qu'on peut trouver dans le secteur public. Moi, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil en stratégie de haut niveau. J'ai travaillé aussi en Afrique pour Tony Blair, où j'ai conseillé différents gouvernements. Et en fait, moi, je voulais créer une entreprise où j'ai les deux, de la performance et de l'impact.
Et d'ailleurs, on a même un autre slogan dans Do Well, Do Good, c'est To do well and good, you have to do very well. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits durables doivent être plus performants que les produits, on va dire, traditionnels. En gros, prenez Elon Musk avec la voiture électrique. Il a réussi parce que sa voiture électrique, elle était meilleure que les autres voitures qui existent sur le marché. Et nous, c'est un peu notre conviction, c'est qu'on n'est pas un conseil en RSE qui pousse la RSE, qui pousse la décarbonation, qui a un coût, évidemment. Alors, si c'est réglementaire, il faut le faire. Mais nous, on essaye de convaincre les dirigeants, en fait, de développer des solutions qui sont à la fois good and well. Et ces solutions-là, elles doivent être plus performantes que leurs solutions traditionnelles. Oui. Et donc, cette organisation par secteur, alors pourquoi on travaille? Alors, déjà, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, déjà, pourquoi ces secteurs-là? En fait, ils sont critiques pour créer un monde désirable, un monde dans lequel nos enfants ont envie de vivre. Transition énergétique, c'est la décarbonation. Mobilité durable, c'est un gros secteur qui carbone beaucoup l'économie et l'environnement. Et l'économie circulaire, nous, on en voit comme un enjeu, un levier de décarbonation. L'économie circulaire, c'est à peu près 50% du levier de décarbonation dans le monde, ça dépend des industries. Mais c'est aussi un enjeu de souveraineté sur les matières. C'est aussi des nouveaux business qui peuvent se mettre en place. Si vous voyez l'exemple de Decathlon, par exemple, qui a pour ambition, d'ici l'année prochaine, d'avoir 5% de leur business sur l'économie circulaire. Leur business d'économie circulaire augmente de 10 à 20% chaque année, c'est beaucoup plus que le chiffre d'affaires d'entreprise. Vous voyez que dans toutes les grandes entreprises, vous avez des postes qui se sont créés, des directeurs d'économie circulaire avec qui on travaille, que ce soit avec Saint-Gobain, Stellantis, Renault, Valeo. Toutes ces entreprises-là ont créé ces postes-là qui n'existaient pas il y a quelques années, parce qu'il y a ce triple enjeu de souveraineté, décarbonation et aussi de nouveaux business qui se mettent en place. Et beaucoup de nos clients viennent nous voir parce qu'ils se disent, en fait, la décarbonation, c'était un sujet pour nous, c'était une contrainte, c'était des sous. L'économie circulaire, c'est peut-être un levier de décarboner tout en gagnant des sous. C'est do well, do good. Alors, pourquoi ces secteurs-là? Parce qu'ils sont stratégiques ensuite pour l'économie de demain. Aussi, ça vient aussi de notre passé. On est beaucoup d'ingénieurs dans l'équipe. On est et il y a d'autres secteurs qui seraient tout aussi importants à aborder, mais on a choisi ces trois secteurs-là pour commencer. D'accord. Avec donc ce livre blanc, vous venez de commencer à en parler sur l'économie circulaire. Quelle leçon principale vous en tirez de cette on a ce livre blanc, mais on en a d'autres aussi. Mais déjà, sur l'économie circulaire, il y a un peu dans la terminologie, tout le monde il va de son propre R, 4R, 5R, 6R, etc. On recycle, on reuse, etc. Donc il y a besoin d'aligner un peu la terminologie européenne pour que la puissance publique puisse aligner des incentives avec un vocabulaire commun. Ça, c'est un premier sujet. L'économie circulaire, c'est des nouveaux business, c'est possible, mais c'est dur. Il y a aussi un sujet de réglementation et des incentives publics qui peuvent être mis en place pour encourager ces entreprises qui sont, on va dire, un peu innovantes pour qu'elles puissent développer leur système à l'échelle. Souvent, le problème de l'économie circulaire, c'est pas le début, les pilotes, ça fonctionne, c'est plutôt le passage à l'échelle. Et la France est plutôt pionnière en la matière. Oui, la France et les pays nordiques sont plutôt bons. L'Europe, oui. Ensuite, il y a encore beaucoup d'affaires. Ça peut rester un buzz si on s'arrête là. On peut peut-être donner un certain nombre d'exemples. Par exemple, vous parliez de mobilité dans l'industrie automobile, l'économie circulaire, quelle place elle prend aujourd'hui et quelle place elle pourrait prendre encore plus? Alors, j'ai envie de dire, l'économie circulaire, elle existe avant que le terme économie circulaire existe. Je suis sûr que vous réparez votre voiture, vos parents, etc. Tout ce qui coûte cher, en fait, est déjà un peu circulaire d'une certaine manière. On répare, on essaye de maintenir les avions, les hélicoptères, les voitures le plus longtemps possible. Ça, c'est parce que la valeur économique, il y a une pression sur le budget des gens. Donc, un exemple sur Renault, The Future is Neutral, qui est un partenaire de Do Well, Do Good, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires quand même. C'est pas anodin. Alors, il démantèle, il recycle, il répare, et il y a ce concept qui semble un peu nouveau dans le monde de l'économie circulaire, ça s'appelle le remanufacturing. Remanufacturing, si vous prenez une pièce, vous avez une voiture, et au lieu de mettre une pièce neuve, on vous met une pièce qui vient d'un autre véhicule qui a été
réparée d'une certaine manière et remise on va dire, aux mêmes conditions de normes et de garantie. Avec un rôle des assureurs d'ailleurs. Et oui, les assureurs, on voit qu'il y a de plus en plus d'assureurs qui poussent à utiliser des pièces reconditionnées. Parce que les pièces sont devenues plus chères et plus d'économie circulaire, en gros. Vous prenez un phare qui coûte peut-être 1000, 2000 euros avec de nouvelles technologies, l'assureur il dit ça serait quand même bien qu'on ne le remplace pas par un neuf, mais qu'on puisse le réparer. Donc il y a une volonté aussi des équipementiers automobiles avec qui on travaille aussi, de concevoir des pièces qui soient plus réparables. Et cette conception peut avoir un coût, un surcoût, mais par contre, on peut avoir un gain si derrière on développe un business de réparabilité ou de remanufacturing. On a fait une mission comme celle-ci, où on a pris toutes les pièces, on a fait une moulinette Excel qui explique, voilà, telle condition de la pièce fait que celle-ci, elle est réparable, il y a un modèle économique derrière. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas... On le rend réparable juste parce que c'est réparable. On le rend réparable parce que derrière, il y a un modèle économique qui fonctionne. Et donc ça parle aux dirigeants. Et donc, du coup, les porteurs de ces projets-là sont écoutés par leur COMEX et leur board. Et en matière de construction, on n'a pas encore parlé du secteur du bâtiment et de la construction. C'est un gros secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc là aussi, alors on en a souvent parlé ici, et on a été partenaire du salon du bâtiment bas carbone, etc. Donc c'est une thématique qu'on traite assez régulièrement, mais... on en est où d'après vous? Encore au balbutiement? Il y a une prise de conscience importante? Comment vous situez ce secteur de la construction dans les enjeux de l'économie circulaire? Déjà, c'est compliqué. Si vous prenez... je vous donne une métaphore que nos experts nous donnent régulièrement. Vous êtes sur une plage, vous faites un château de sable, vous prenez votre seau et vous faites un château de sable, ça prend 2 secondes. Maintenant, vous faites l'inverse. Vous êtes sur le parking et vous renversez votre seau dans lequel il y a du sable et essayez de refaire un château de sable avec ça. C'est la galère. La construction, c'est un peu pareil. Dès que vous démolissez, récupérer pour refaire un château de sable, c'est très très compliqué. Alors ceci étant dit, nous, on a donc avec nos acteurs, avec nos clients dans la construction, on se rend compte que l'économie circulaire, c'est plus de 50% de la décarbonation de la construction du bâtiment. Donc c'est un énorme levier de décarbonation. Et il y a des acteurs nous, on a travaillé pour un acteur de la construction de construction de matériaux qui a réussi à développer des technologies de plaques de plafond à 90% de matériaux recyclés, qui a réduit de 80% l'empreinte carbone de ce matériau et qui est en fait moins cher. Donc ça peut être, dans certains cas, non seulement un levier de décarbonation, mais un levier d'amélioration des marges, à condition qu'on arrive à organiser, industrialiser la collecte. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. La collecte de ces matériaux. Parce que là, c'est vraiment une organisation à revoir, notamment sur les chantiers, des bennes spécifiques, etc. Ce qui n'était pas dans les habitudes. Exactement. Parce que ce qui est facile, c'est de récupérer tout le scrap post-production, c'est-à-dire à la sortie des usines. Et ça, on le remet dans la boucle, ça c'est facile. C'est un peu l'histoire du parking. On n'est pas encore dans le parking, on a versé le seau quasiment dans le sable, donc on le remet, c'est facile. Par contre, dès que c'est sur le chantier et qu'il faut récupérer ces matériaux, là, il faut revoir pas mal de choses. Après, il y a des matériaux de construction qui sont plus simples que d'autres. Les vitres, par exemple, si elles n'ont pas été abîmées, c'est facile de le remettre dans un circuit. Mais tout ce qui est béton, etc., c'est compliqué. Sur l'énergie, là aussi, j'imagine que vous conseillez un certain nombre d'entreprises de ce secteur. La décarbonation, c'est peut-être le secteur qu'on regarde prioritairement, notamment, je pense aux industries électro-intensives. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des plans gouvernementaux, qu'on avait ciblé un certain nombre d'usines sur lesquelles il fallait prioritairement agir. Là aussi, on en est où du passage à l'échelle dans la logique qui est la vôtre, c'est-à-dire de dire ce qu'on fait, on le fait pour que ce soit rentable et que ça bénéficie à l'entreprise. Est-ce que les crises qu'on vit, l'actuelle ou celle de l'Ukraine, ont été des accélérateurs importants? Déjà, si on regarde l'électrification des transports, ça va moins vite que prévu. Ça va moins vite que prévu parce que les voitures sont plus chères à cause des batteries qui sont plus chères qu'un moteur thermique. Aujourd'hui, effectivement, la crise qu'on voit dans le détroit d'Ormuz permet d'une prise de conscience en fait, des usagers aussi. Moi, ce que j'aime bien... et aussi une communication qui est... Alors, c'est cher, et la communication est un peu sur « c'est vert, c'est bien ». Je pense qu'il faut dire « c'est vert, c'est mieux ». Et ce que fait un peu Renault d'ailleurs, ce que j'aime bien dans la pub sur la Renault 5 Turbo, il compare la Renault 5 Turbo avec une autre voiture thermique. Et
c'est pas il mesure pas le bilan carbone. On sait très bien que le bilan carbone d'une voiture électrique, à partir de 15 000 km par an, on est bon, largement bon. En fait, il compare la vitesse, l'accélération, le plaisir. Et plus on est dans ce type D'ailleurs, je vous donne notre exemple sur la construction. Notre acteur avec qui on a travaillé nous a dit, on va pas le pitcher parce que c'est vert, on va le pitcher parce que c'est mieux. Et le fait que ce soit vert, c'est encore mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, d'abord, il faut que ce soit mieux. Et alors, maintenant, si on revient à votre question sur la transition énergétique, là, c'est quand même... il faut que... Donc, on parle notamment de la chaleur industrielle. On parle de la décarbonation, parce qu'aujourd'hui, l'électricité est décarbonée en France. La chaleur ne l'est pas. Alors, il y a différentes technologies qui pourraient amener à décarboner ces usages-là. Nous, on a travaillé pour l'acteur des SMR, des petits réacteurs nucléaires, qui permettent de décarboner soit la chaleur urbaine, soit les grosses plaques industrielles, Fos, Dunkerque, etc. Ces solutions ne sont pas encore prêtes. Elles vont arriver dans peut-être 5 à 10 ans. Les petits, peut-être plus rapidement que d'autres. Il y a encore un gros chantier. Il y a aussi des aides qui sont nécessaires de l'Europe, parce que c'est comme un peu l'histoire des batteries. C'est un de nos sujets aussi. Sans aide, les gigafactories européennes ne sont pas compétitives avec les acteurs batteries chinoises. De la même manière, sans aide, les SMR européens ne seront pas compétitifs par rapport à des SMR asiatiques. Et donc, on en est encore loin, je pense. Il y a encore un gros chantier. L'électrification des usages, c'est un gros sujet pour EDF, pour Enedis et tous les acteurs, et pour le gouvernement. Et ça sera clé pour atteindre les objectifs de l'Europe. Merci beaucoup Sébastien Findeau, et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec la directrice développement environnement de LVMH. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie, et je reçois aujourd'hui Hélène Valade. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver dans cette émission. Vous êtes la directrice développement environnement de LVMH. Tiens, le mot impact, quel sens vous lui donnez au quotidien dans votre activité, plus généralement dans la stratégie d'un géant du luxe comme LVMH? Il devient stratégique ce mot, parce que impact, ça veut dire impact potentiellement négatif sur l'environnement, mais ça veut dire aussi impact positif. Donc derrière, c'est des stratégies à la fois de réduction de ces impacts et de valorisation de l'impact positif. Et ça nous renvoie vers des solutions d'agriculture régénératrice, impact positif, ou d'économie circulaire. Mais avant tout ça, la responsabilité, c'est de réduire l'ensemble des impacts possibles en termes d'impact sur la biodiversité, pollution éventuellement, impact sur les sols, etc., etc. Voilà, donc il y a vraiment toujours les deux aspects. Alors ça rejoint la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. C'est quoi pour LVMH? C'est un levier de performance? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de donner sa bonne place à la RSE dans une entreprise? Oui, je pense que là aussi, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est gestion des risques pour le business liés aux conséquences du réchauffement climatique. En l'occurrence, pour LVMH, essentiellement sur sa chaîne d'approvisionnement, enfin ses chaînes d'approvisionnement d'ailleurs. Comment, par exemple, la désertification dans certains endroits peut peser sur l'élevage de telle ou telle chèvre dont on a besoin pour la laine, etc. Bon, donc ça se travaille selon des scénarios. On donne un prix également à ce type de risque. Donc, vous avez raison, c'est ce lien-là de gestion de ces risques pour la marge des affaires. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi être capable d'aller identifier les opportunités et là aussi de les chiffrer. L'environnement chez LVMH, ça veut dire aussi des services de réparation, des services de circularité, des recharges. Combien ça rapporte et en quoi ça modifie l'expérience client dans nos boutiques également. Oui. Vous êtes directrice développement environnement. Ça veut dire quoi? Je me suis posé la question en préparant l'émission. C'est développer cette stratégie. Mon collègue, c'est développement social. Voilà. Donc, on essaye vraiment d'implémenter, d'intégrer ces dimensions à la stratégie globale du groupe. Et j'ai l'impression qu'on y arrive à peu près. Voilà. C'est vrai que pendant des années, ce sujet a été posé un peu à côté
il faut bien le dire, à côté de la marge des affaires, et pas simplement chez LVMH. Moi, je préside l'ORS à côté, et je me rends compte de ça. Et là, l'ORS, c'est l'Observatoire de la RSE. Oui, pardon. Et là, on est en train d'entrer dans une autre tendance, me semble-t-il, alors que les institutions, les politiques sont plutôt en train de retourner en arrière. Les entreprises gardent le cap. Alors ça, on va en reparler là dans une minute, mais je voudrais revenir sur votre expérience personnelle, parce que vous étiez chez Suez avant de rejoindre LVMH il y a une demi-douzaine d'années, si je ne me trompe. Est-ce qu'on fait de la RSE de la même façon partout ? Ou est-ce qu'il y a forcément l'identité de l'entreprise qui fait qu'on s'en empare différemment ? Alors, il y a toujours les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire ce qu'on se disait tout à l'heure, limiter les impacts et maximiser les impacts positifs. Ça, c'est franchement la colonne vertébrale des politiques de développement durable. Ensuite, l'enjeu, c'est d'adapter cela et de l'ajuster à l'ensemble des problématiques du secteur dans lequel on est. Donc, en effet, les métiers de Suez étaient très organisés, et le sont toujours d'ailleurs, autour de l'économie circulaire et de la protection de la ressource en eau. Ce que je retrouve totalement à LVMH, avec en plus l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Oui, on a des vignobles pour l'activité vin et spiritueux. Comment on fait en sorte que ces vignobles deviennent de plus en plus à impact positif, pour reprendre votre terme. Parfums et cosmétiques, c'est pareil. Le fondement, ce sont des espèces végétales. Comment on fait en sorte que ces fleurs n'abîment pas les sols, etc., etc. Pour que ça marche, il faut que ce soit intégré à la stratégie, donc au COMEX, le plus proche possible du big boss de l'entreprise. Oui, et Antoine Arnaud, qui dirige l'environnement, est rentré au COMEX il y a quelques mois. Donc, c'est aussi une preuve de cette intégration de ce sujet dans la stratégie. Et au-delà de ça, ça marche en haut, ça marche aussi dans toutes les pratiques. Et ce que l'on constate là, qui est d'ailleurs, je trouve, assez intéressant, peut-être un peu moins sexy, mais très intéressant quand même, c'est la manière dont ces sujets ont pénétré les métiers. Et là, de ce point de vue-là, il n'y aura pas de retour en arrière. Quelques exemples. Pour des ateliers, par exemple, de production de laine, ça a besoin d'eau pour marcher. Bon. On a installé des récupérateurs d'eau usée que l'on traite et que l'on réintègre dans voilà, exactement. C'est une boucle fermée. Une boucle fermée. On ne va pas revenir en arrière là-dessus. Vous voyez, ça, et ça ne viendrait pas à l'idée de changer ce type de gestes, de pratiques, de métiers. De la même façon, dans une autre de nos marques, chez Louis Vuitton, quand on va visiter les centres logistiques, c'est-à-dire là où on emmagasine les produits avant qu'ils partent, vous savez, peut-être que vous avez visité ça, ils sont entourés généralement de plastique pour les protéger. Bon. On a, pardonnez-moi l'expression, viré le plastique. Donc c'est du craft, c'est des choses dont l'impact environnemental est beaucoup moins fort, mais c'est systématique. Il ne nous reviendrait pas à l'idée de se dire, bon... On va revenir au bon vieux plastique. Ouais, voilà. Donc c'est en effet ces stratégies globales, mais aussi pénétration dans l'ensemble des métiers. Alors vous nous l'avez dit, vous êtes également président de l'Observatoire de la RSE, l'ORS. Lors de vos vœux en janvier dernier, vous disiez ceci: malgré un contexte économique sous tension, le volontarisme des entreprises reste puissant. On assiste à la fin d'une RSE incantatoire, parfois déconnectée du réel. L'ambition demeure, construire une RSE de progrès qui rassemble plutôt qu'elle n'oppose. On va évidemment parler du contexte général, mais je reprends vos termes, la RSE incantatoire. Vous l'avez vécu d'une certaine façon? Parce que moi, j'ai parfois eu l'impression d'avoir des interlocuteurs qui étaient un peu dans ces grands principes, et puis si on creusait un peu, on ne voyait pas les actes, quoi. C'est ça. Il y a une quinzaine d'années, il y avait cette nécessité d'être extrêmement militant, d'être très activiste sur ce sujet. Donc, ça correspondait à une période. Mais certains ont surfé sur cette vague de l'activisme pour être en effet très incantatoire, c'est-à-dire avoir des grandes paroles, des grands objectifs, etc., et très peu de choses derrière. Et donc cette incantation, puis cette façon de dire « fais pas ci, fais pas ça », me semble être passée de mode, si je puis dire, parce qu'elle n'a pas été au fond efficiente. Et je pense que ces sujets ne sont pas là pour donner des ordres, mais pour embarquer, mobiliser et trouver des solutions, en fait. Alors, et c'est ce que vous dites, une RSE qui rassemble plutôt qu'elle n'oppose. Sauf que les enjeux environnementaux
ce sont aussi des enjeux politiques. On le voit à chaque campagne électorale, et on l'a vu là aux élections municipales, dans des villes qui étaient dirigées par des maires écologistes, par exemple, qui étaient ciblées pour certaines de leurs politiques, et notamment par d'autres camps. C'est compliqué de faire une RSE qui rassemble, plutôt qu'elle n'oppose, finalement. Alors, une RSE qui rassemble sur le fondamental, c'est-à-dire la RSE, le développement durable, c'est aussi nécessaire dans les politiques publiques ou dans les politiques municipales que l'éducation. Ouais. Ce sont des enjeux qui sont installés, qui sont du régalien, si je puis dire. En revanche, les solutions, que ce soit en matière d'éducation ou en matière de durabilité, elles peuvent en effet créer du débat. Les solutions, tout le monde n'est pas d'accord. Ce que je voulais dire, c'est du manichéisme au sens, il faut retrouver un peu le sens de la nuance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas noires et blanches dans les solutions. Par exemple, une solution qui va être favorable au climat ne va pas automatiquement favorable à la biodiversité. Bon, vous voyez, et donc, ce genre de débat, de sens de la nuance sur les choses, me semble-t-il, est extrêmement important, surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes. Et donc, vous nous dites qu'il y a ce volontarisme des entreprises. Je suis assez d'accord avec vous, ce que je ressens ici. Avec quand même un climat politique aux États-Unis, en Europe, qui est plutôt au coup de frein. Est-ce que ça veut dire que vous adaptez, par exemple, pour une entreprise aussi importante que LVMH, qui est présente évidemment sur le marché américain, vous adaptez votre discours pour le marché américain? Où certains mots sont interdits du vocabulaire officiel, qu'on ne peut plus dire climat, par exemple. On parle davantage de biodiversité aux États-Unis, en effet. On continue à faire, on est moins vocal. Et puis, de l'autre côté du globe, il y a en revanche la Chine, l'Asie, dans lesquels les progrès en matière de durabilité sont absolument immenses. Dans les villes chinoises, il y a 15 ans, on avait du mal à respirer. C'est plus du tout le cas. Et surtout, on risque de se faire écraser parce que tout le monde est passé à l'électrique, donc on n'entend plus rien. Bon. Donc, on dit souvent, on regarde tout ça avec un petit peu de condescendance. En fait, il se passe des choses qui sont absolument incroyables. Et d'ailleurs, en termes de géopolitique et de stratégie mondiale, on peut dire d'une certaine manière que sur la durabilité, c'est plutôt le soft power asiatique qui est en train d'être prégnant. Donc, vous voyez, c'est pour ça que dans cet univers aussi complexe, il faut rester, j'ai envie de dire, droit dans ses escarpins, c'est-à-dire continuer fermement le même cap environnemental. Parce qu'entre nous soit dit, le climat n'est pas sur pause, hein. Donc, les institutionnels peuvent dire c'est une évidence. Et d'ailleurs, le risque climatique dont vous parliez tout à l'heure, les entreprises, elles le voient bien. Complètement. Elles le vivent. Hein. Et elles le concrètement maintenant, absolument. Ouais. Alors, on va rentrer un peu dans le détail des actions, des objectifs que vous vous êtes donnés, des actions que vous avez mises en œuvre. Par exemple, sur le bilan carbone, sur les émissions de CO2 du groupe, vous êtes évidemment, j'imagine, partie d'un audit. Avec quel objectif et à quelle échéance vous en êtes où? Alors, on a en effet mesuré l'empreinte carbone du groupe, et à partir de cette empreinte carbone, on définit des trajectoires de réduction des émissions sur le scope propre à l'entreprise, c'est-à-dire nos ateliers, nos boutiques et leur consommation énergétique. Et là, on a des objectifs datés, chiffrés, là en l'occurrence pour 2030, parce qu'on vient de finir notre première phase. On a réduit de 55% les émissions de CO2 du scope 1 et 2, c'est-à-dire liées au site, les ateliers d'LVMH et les boutiques, 2 ans avant l'échéance qu'on s'était fixée. Et donc, on a prolongé avec plus d'ambition cet objectif pour 2030, avec moins 68%, pour être très précise, que l'on vise en 2030. Et par rapport à quelle date de référence? Par rapport à 2023. D'accord. La trajectoire précédente était par rapport à 2019. OK. Tout ça étant validé par cet organisme qui fait vraiment autorité sur le marché du carbone, à savoir SBTi, qui a validé cette trajectoire l'année dernière et qui a été aussi validé par l'obtention, et je le dis parce que ça fait plaisir à nos équipes et à toutes les maisons de LVMH, du triple A du CDP, vous savez, le Carbon Disclosure Project, voilà, dont la notation est encore très crédible et très légitime, à la fois sur eau, forêt et climat. Et c'est ça qu'on a obtenu à nouveau l'année dernière. Et puis sur le scope 3,
Parce que donc ça, ce sont les émissions indirectes. C'est les émissions indirectes donc, qui viennent de l'amont. Par exemple, quand on extrait des choses, on produit du CO2 quand on les fabrique également. Et en aval, quand on les transporte, tout ça émet du CO2. C'est ce qu'on appelle le scope 3. Ouais. Ce qui revient d'ailleurs à s'occuper de nos fournisseurs, puisque ce sont eux, ce scope 3. Et là aussi, nous avons des objectifs en absolu d'ici 2030. C'est forcément plus long parce que ce sont d'autres entreprises qu'il faut parfois les convaincre, il faut les intégrer à la stratégie. Oui, c'est forcément plus complexe, en effet, parce que d'abord, les sources d'émissions sont extrêmement différentes. Donc, transport, il faut s'occuper du transport, les matières premières également. Et puis, il faut à la fois accompagner nos fournisseurs dans leur transition environnementale, et ça, vous avez raison. Ça prend du temps. Voilà, passer, je ne sais pas moi, à un four électrique pour nos sous-traitants en matière de verre. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, ça s'accompagne. Passer à l'agriculture régénératrice dans nos filières d'approvisionnement sur la betterave dont on a besoin pour l'alcool de nos parfums, par exemple. Tout ça, en effet, ça prend un peu plus de temps. Mais en même temps, c'est très, comment dirais-je, embarquant, parce que ce sont des choses dont on voit les résultats de manière concrète au bout de 3-4 ans. On va parler d'économie circulaire, de seconde main. C'est la question que Aymeric Deschamps, qui était à votre place la semaine dernière, le directeur général, le cofondateur de Foam, a choisi de vous poser. On l'écoute. Bonjour Hélène. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est qu'évidemment, je pense que chez LVMH, vous n'échappez pas aux observations comme quoi le marché de la seconde main est en très forte croissance. Et aujourd'hui, le contexte économique et les études récentes ont montré qu'une partie de la clientèle aspirationnelle des marques avait parfois un petit peu déserté. Est-ce que pour vous, la seconde main peut être un moyen intéressant de recapter cette clientèle et quelle est la position ou la vision du groupe LVMH sur ces sujets? Déjà, est-ce que vous avez créé... Enfin, comment je peux poser la question? Est-ce que vous laissiez la seconde main à d'autres et est-ce que vous avez dit, mais non, il faut qu'on la réintègre? Alors, en fait, le but qu'on poursuit, c'est de faire attention aux ressources naturelles. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui permet le plus de faire attention à ces ressources, c'est-à-dire de moins en consommer, et quand on prend des ressources naturelles, de faire en sorte de les rendre d'une manière ou d'une autre, donc de faire du régénératif. Bon. Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses qui comptaient énormément, c'est l'éco-conception de nos produits, c'est-à-dire je mets du recyclé dans la fabrication de mes produits, par exemple, et en bout de chaîne, si je puis dire, la réparation et les services de circularité. Parce que la spécificité des produits de LVMH, c'est justement qu'ils sont de haute qualité. C'est ça qui fait la définition du luxe. Donc, comment je peux pousser cette qualité si loin que je peux donner à ces produits une seconde vie, voire une troisième vie? Bon, ça ne nous arrive pas de jeter des sacs qu'on achète dans les boutiques de LVMH. Donc, comment je peux, je ne sais pas moi, les customiser un petit peu, les adapter, etc., les réparer aussi, de manière à ce qu'on puisse les transmettre très, très loin de génération en génération. Donc, nous, on ne parle pas de seconde main, on parle de seconde vie, et on développe ces services de réparation un peu partout dans le monde, y compris en la rendant visible, c'est-à-dire dans les boutiques. Parce que, et je suis d'accord complètement avec Julien, mais il y a dans les clients du luxe, et notamment dans cette clientèle aspirationnelle, la volonté d'avoir une expérience client. Et donc, c'est ça un peu la révolution aussi qui est en train de se passer chez LVMH, c'est que les boutiques sont en train de devenir autre chose que seulement des lieux d'achat, si je puis dire, mais aussi des lieux un peu de rêve, de culture. On fait de plus en plus d'expositions dans nos boutiques, et de gastronomie. Il y a, autant chez Dior que chez Louis Vuitton, des cafés extraordinaires, voire des restaurants dans les boutiques. Donc ça devient autre chose, et je pense que c'est cette expérience-là qui est un peu la marque de LVMH aujourd'hui. Et la seconde vie a un vrai impact à la fois sur la consommation, la consommation des ressources, les émissions de CO2, mais également
sur des revenus additionnels. Je me permets juste de citer ce chiffre parce qu'on en est très fiers. En 2025, ces services circulaires dont je vous parle, y compris la recharge, ont généré 500 millions d'euros de revenus additionnels. C'est plutôt un très très bon début pour de la circularité à l'intérieur de notre groupe. Quelques chiffres concernant le groupe LVMH. 75 maisons d'exception fédérées par LVMH, plus de 211 000 collaborateurs, près de 40 000 en France, plus de 80 milliards d'euros de ventes réalisées en 2025, plus de 6 200, près de 6 300 boutiques dans le monde. Sur ces maisons d'exception, on va parler un peu de social, de conditions de travail. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une unité? Évidemment, cette question, on doit vous la poser souvent, même si vous n'êtes pas DRH de l'entreprise. Mais comment on fait en sorte, quand on fédère autant d'univers, de maisons, de cultures d'ailleurs différentes, pour donner une ligne directrice? Oui, on est sur une ligne de crête, c'est-à-dire à la fois favoriser l'esprit groupe LVMH au sein de ces 75 maisons, et puis être très respectueux des identités, des cultures, du patrimoine de chacune de nos maisons, dont certaines ont plusieurs siècles. Donc voilà, donc c'est vraiment une combinaison en effet un peu sophistiquée et subtile de tout ça. Pour l'environnement, c'est embarqué dans une stratégie qui est globale pour les 75 maisons, qui s'appelle chez nous Life 360, où l'ensemble des maisons contribuent à cela. Et c'est en même temps ajuster les objectifs en fonction des spécificités de l'ensemble des secteurs. On peut pas avoir les mêmes exigences ou de même nature qu'on soit dans les vins et spiritueux ou qu'on soit en montres et joaillerie. Les enjeux sont différents. Vins et spiritueux, c'est évidemment la qualité du sol, qui elle-même est corrélée à la qualité du raisin. Montre et joaillerie, on va plutôt faire en sorte que la traçabilité de nos matières précieuses, de l'or, soit assurée. Vous voyez, c'est des enjeux différents et c'est ça qu'on essaie d'intégrer dans cette démarche globale. Il y a un engagement en termes d'emploi, de savoir-faire aussi. Oui. Ce sont des métiers d'artisanat de luxe, voire d'artistes. On pourrait presque aller jusque-là. Donc, vous sentez une responsabilité ? Totalement, de transmission de ces savoir-faire qui sont en train de se perdre, de ces savoir-faire artisanaux. C'est pour ça que LVMH a créé ce qu'on appelle l'Institut des métiers d'excellence pour former à ces savoir-faire. Désigne, entre guillemets, chaque année des virtuoses pour justement que ce soit les ambassadeurs de l'ensemble de ces métiers artisanaux au sein des maisons LVMH et ailleurs. Et puis se renouvelle en permanence. Vous allez dire que, mais en même temps, c'est ma ligne d'action. Les métiers d'excellence sont en train de regarder les métiers de la réparation, qui renvoient à un savoir-faire très très différent. Réparer, c'est pas la même chose que fabriquer. Ça demande un autre art. Ça demande aussi une dimension artistique pour éventuellement sublimer le produit qu'on a à réparer. Et donc, on va, voilà, ça c'est notre prochain projet, créer ces formations de la réparation. Il faut convaincre sur cette importance de la réparation. Parce que finalement, culturellement, vous êtes face à des gens talentueux, mais qui depuis parfois des décennies font autrement. Oui, et puis je pense qu'il y avait une perception de ce mot assez négative. Réparation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Un problème de qualité. Bah non, c'est pas ça. C'est plus ça. D'ailleurs, il faudrait inventer une autre sémantique. Donc, c'est la seule chose sur laquelle il a fallu convaincre que la réparation n'est pas égale à un problème de qualité, mais bien au contraire, à un embellissement du produit. On a beaucoup parlé de biodiversité, mais par petites touches. C'est une thématique dont on parlait peu, même dans une émission comme la mienne, quand on l'a créée il y a 6 saisons, et dont on parle beaucoup plus. Est-ce que vous, de la même façon, vous avez vu prendre ces objectifs de biodiversité, prendre un peu le pas sur les objectifs climat, bilan carbone, etc. Ça fait 10 ans que je dis que la biodiversité est l'enjeu le plus important. Parce qu'au fond, c'est la principale... sur la biodiversité, sur les ressources en eau, que s'exercent les principales conséquences du réchauffement climatique et que c'est le vivant dont on a tous besoin et pour vivre, et pour produire, et pour progresser, et pour préparer l'avenir. Donc cette biodiversité, elle est absolument essentielle. Et à l'intérieur de la biodiversité, il y a encore un grand absent qu'on essaie justement de remettre sur la table, si je puis dire, ce sont les sols.
Oui. Parce qu'un sol de qualité, c'est un sol qui est capable de retenir l'eau. Et je vous assure que lorsqu'il y a eu les inondations, notamment de décembre 2025 dans le sud de la France, donc dans un certain nombre de vignobles de rosé, on voyait très bien les vignobles qui étaient passés en agriculture régénératrice, notamment chez Galoupet, qui est une maison de LVMH, où le vignoble n'était pas inondé. Alors, évidemment, il y avait un peu d'eau, il y avait une petite flaque d'eau, mais il n'y avait pas d'inondation. Donc ça veut dire que le sol perméable a capté l'eau et ça va servir quand il y aura un peu de sécheresse. Et que juste attenant à ce vignoble, d'autres parcelles en traditionnel totalement inondées. Donc vous voyez, l'agriculture régénératrice, ça sert. La qualité du sol, elle est essentielle pour ça. Elle est essentielle pour capter le carbone. Et ça, on est capable de le mesurer, soit en faisant d'ailleurs des analyses de sol, soit par du satellite. On sait combien le sol capte de carbone, et évidemment pour la biodiversité à l'intérieur du sol. Les vers étant probablement l'ambassadeur le plus important. Le lombric, mettons en avant les lombrics. Voilà. Mais on va continuer de parler peut-être de l'accompagnement des agriculteurs, comment les inciter, les aider à passer et à rester dans une agriculture régénératrice. Mais sur les métriques, parce que peut-être que l'une des difficultés de la biodiversité, c'est qu'elle était justement plus difficile à calculer que le CO2 et le bilan carbone. Est-ce que c'est de moins en moins vrai ? Vous avez raison. On a fait un peu l'erreur collective de vouloir absolument trouver un seul indicateur, une seule mesure, comme on avait pour le carbone. Le carbone dans la tonne de CO2, parfait. La biodiversité, on voulait trouver l'équivalent. Et on a été vraiment très nombreux à essayer de chercher les chercheurs, les scientifiques, bien sûr également. Et puis, juste au moment où on s'est dit, mais on est en train de faire fausse route, acceptons l'évidence. La biodiversité, elle est liée à un territoire. Elle ne peut pas être égale partout. C'est pas possible. C'est une combinaison d'un climat, justement, et d'un sol. Donc, acceptons des batteries d'indicateurs liées à des milieux différents. Et donc, c'est la voie que prennent la plupart des scientifiques maintenant, de classifier les milieux dans le monde, milieux humides, voilà, et pour ces milieux, proposer des indicateurs de mesure de la biodiversité. Faire basculer un vignoble en agriculture régénérative, c'est long ? C'est long. Ça prend 3-4 ans. Ouais, ça prend 3-4 ans et on voit des résultats au bout de 2 ans. Donc, c'est extraordinaire. C'est pas comme le climat. Pardon, mais on voit des courbes qui baissent ou qui augmentent sur des tableurs Excel. C'est pas très visible. Bon. Mais donc, on a besoin de visibilité positive pour embarquer tout le monde. Quand on va visiter des champs de coton qui sont passés au régénératif ou qu'on va chez Galoupet, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment très agréable à voir parce que ça montre que c'est utile, qu'on fait des choses utiles et qui servent. Merci beaucoup, Hélène Valade, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Laure Revol, la fondatrice de Pirouette Cacahuète, qui est avec nous en duplex. Bonjour, vous l'avez créée, cette entreprise, en 2010. Avec quelle idée ? Racontez-moi. Bonjour, oui. Du coup, la première idée de création en fait, de Pirouette Cacahuète, c'était une cabane en carton qui s'appelle la Cacabane, qu'on a créée pour l'apprentissage de la propreté des tout-petits. Donc, c'est ce produit-là qui a fait démarrer notre aventure. Et depuis, alors vous créez des jeux avec déjà un principe d'éco-conception, de recyclabilité, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est vrai que quand on a démarré ce projet, on s'est vraiment posé la question de quelle façon on souhaitait travailler. Et donc, est venu ce sujet des valeurs de l'entreprise dès le début. Et on a décidé, du coup, de travailler dans une démarche de fabrication française, d'éco-conception et aussi d'inclusion, où on a du coup des personnes en situation de handicap qui sont rattachées à notre projet. Et donc, vous voyez peut-être notre titre, des jeux éco-conçus, pour renforcer la confiance en soi. En quoi vos jeux, vos jouets aident les enfants à reprendre ou à prendre confiance en eux ? Alors, on a toute une gamme, notamment de kits créatifs. Ce sont des petites choses à créer soi-même, des petites maquettes, des choses comme ça. C'est vrai que des fois, les enfants ont une idée assez idéaliste en fait, de ce qu'ils veulent créer. Et il y a pas mal d'enfants qui n'osent pas forcément aller dans la partie création parce qu'ils ont peur que ce ne soit pas assez joli, etc. Et donc, dans l'idée, c'était d'apporter un support
qui soit à la fois avec une fois que c'est monté, en fait, il y a quelque chose, une forme qui est existante, en fait, et que l'enfant puisse apporter sa part de création sur cette forme existante. Et quel que soit, en fait, le dessin, que ce soit du gribouillage, que ce soit un dessin très artistique, le résultat est super beau. Il y a une nouveauté qui sort dans quelques jours qui s'appelle Dans le jardin de Claude Monet. Alors, vous ne pouvez pas nous le montrer parce qu'ils sont tous partis là, ce qui est peut-être le signe du succès. Mais en quoi consiste ce jeu ? Alors, ce jeu, c'est un jeu de plateau familial qui est inspiré donc du jeu qu'on connaît tous, qui est un jeu de loi. Donc, on a un jeu de parcours avec des pions, et tout au long du parcours, en fait, on va découvrir sur chaque case un élément qui est rattaché à la vie de Claude Monet et à la vie, que ce soit sa vie personnelle ou bien également ses passions, donc que ce soit la peinture ou le jardin. Et ce jeu est accompagné d'un quiz. Donc ça, c'est la particularité de ce petit jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe sur une case, on a soit une question qui nous est posée, soit un petit défi à relever dans la thématique du jardin de Claude Monet. Par exemple, où a été peint Impression Soleil Levant ? On pourrait répondre au Havre. Exactement. C'est le tableau qui a donné ensuite l'idée à un critique d'art de parler des impressionnistes. Ce jeu, comment vous l'avez conçu ? Est-ce que vous avez travaillé avec un musée, une académie pour choisir justement ces questions ? Oui, donc ce jeu, en fait, on l'a co-conçu avec l'Académie des Beaux-Arts, donc qui a été partie prenante du projet et même qui a été à l'origine du projet, qui est venu nous rechercher pour créer ce jeu-là. Et du coup, ça a été une belle collaboration là depuis plusieurs mois. Il faut savoir qu'un jeu comme ça, oui, ça met quand même un petit peu de temps à voir le jour. Donc, on a commencé à y travailler, on a commencé à discuter en septembre dernier, et du coup, le jeu va être commercialisé dans 15 jours. Donc, c'était une très belle collaboration, oui, avec les équipes de l'Académie des Beaux-Arts, et c'est génial. Elles nous ont fait rentrer vraiment dans l'univers de Claude Monet, qui est vraiment un univers très beau, très poétique, avec des couleurs magnifiques, et puis une ode à la nature aussi. Et c'est vrai que nous, ça rejoint aussi nos valeurs, parce que dans nos jeux, on a vraiment envie de faire découvrir la nature aux enfants. Apprendre à reconnaître des petits éléments naturels aussi permet après derrière de les respecter. Et donc à travers nos jeux, voilà, on permet aux enfants de découvrir ces petits éléments. 16 ans d'existence pour Pirouette Cacahuète. Quel bilan vous faites ? Oui. Quelques mots. Alors, plein de surprises. Donc, c'est vrai que 16 ans, quand je reviens en arrière, il y a 16 ans, je me dis waouh, on en est là aujourd'hui, c'est incroyable. Aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes. On a quand même un peu plus de 130 jeux au catalogue. Et voilà, plein de rencontres, plein de surprises. Et puis aussi, ce qui nous fait rêver, c'est de semer des petites graines de souvenirs et d'imaginaire dans l'esprit des enfants. Et ça, du coup, on a déjà eu quelques témoignages qui nous ont fait chaud au cœur. Donc, non, c'est une belle aventure. Merci beaucoup des enfants devenus adolescents ou jeunes adultes et qui témoignent. Merci beaucoup Laure Vol et bon vent à Pirouette Cacahuète. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.